Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette heure et demie autour d'un très vaste sujet, les peuples face aux crises. Alors, très vaste sujet pour un samedi matin. De quoi parlons-nous exactement? Alors, c'est vrai que si vous êtes né après les 30 Glorieuses, ce qui est probablement le cas, puisque déjà, on ne se trouve pas à Mythique, LREM, mais j'ai des yeux, on peut avoir l'impression qu'on va de Caribe dans Scylla, de crise en crise, continuellement. Et l'histoire ment rarement, et c'est vrai qu'en procédant un peu à l'autopsie de ce qui se passe depuis les années 70, la situation paraît et est même déprimante. Déjà, les 30 Glorieuses prennent fin avec les chocs pétroliers. On ne va pas trop s'étendre sur le sujet. Je pense que 73, 79, on en a tous déjà entendu parler longuement. Désindustrialisation de la France. Alors, la désindustrialisation de la France, la désindustrialisation en général concerne les pays développés, mais la France tout particulièrement, qui commence déjà dans des secteurs en crise, textile, construction navale, sidérurgie, qui entraîne en France une diminution de l'emploi industriel entre les années 70 et 2000 de 1,5% par an. Et si ça paraît très flou les pourcentages, sachez qu'on a perdu 624 000 emplois industriels, salariés dans l'industrie. C'est la France qui détient le triste record du pays qui s'est le plus désindustrialisé, avec une perte d'employés industriels immense. Donc en Europe, même si c'est un contexte un peu général pour les pays développés, c'est chez nous que la tendance s'accroît particulièrement. Ça nous mène à une autre crise, celle du chômage, le chômage de masse. C'est un terme apparu justement après les années 70, et pas une année depuis 1983 où le taux de chômage est descendu en dessous de la barre des 7%. Et même si aujourd'hui, il me semble, non pas aujourd'hui, l'année dernière en tout cas, on avait enregistré un taux de chômage à 7,3%, on est quand même très loin des chiffres des 30 Glorieuses. Ensuite, c'est pas fini, crise monétaire et financière, la crise des subprimes évidemment, qui a dans son sillage la crise grecque, la crise espagnole, etc., etc. Des crises aussi politiques qu'on peut illustrer par exemple, je pense au taux de participation à toutes les élections qui ne font que baisser d'élection en élection, défiance donc générale envers aussi les institutions. La crise écologique, évidemment, dont on entend de plus en plus parler, ce qui est peut-être une bonne chose. La biodiversité est menacée par nos modes de production, nos modes de vie, dégradation générale de l'environnement qui menace des espèces, l'espèce humaine, la flore, la faune, etc. Et qui mènera indéniablement à évidemment une crise des ressources naturelles, et qui nous imposera, quoi qu'il arrive, la transition énergétique. Crise migratoire que nous connaissons en particulier en Europe depuis 2015, en raison des guerres civiles, tensions ethniques et économiques dans les pays asiatiques, moyen-orientaux, d'Afrique, etc. D'autres crises géopolitiques, dernièrement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aussi le contexte géopolitique autour de l'île de Taïwan. La crise, évidemment, du Covid-19, la pandémie, qui a mis à l'arrêt, non pas un pays entier, mais un monde entier, une activité économique, nos activités personnelles, etc. Et dernièrement, puisque visiblement chaque crise n'entraîne une autre, la crise énergétique, qui est causée donc forcément par la reprise économique après le Covid, puis par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entre autres. Bon, cette énumération a été bien déprimante et très longue, et elle n'est pas exhaustive. Hein. Je pense que j'aurais pu évoquer bien d'autres crises sociales, humanitaires, etc. Et elle mène évidemment à plusieurs questions qu'on tentera d'y répondre avec mes deux invités. Ces crises isolées déjà, est-ce qu'elles ont un rapport entre elles ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression, et là je fais référence à votre dernier ouvrage, peu à peu de sombrer dans le chaos ? Est-ce qu'il y a une spécificité française ? Là je parlerai peut-être davantage à Frédéric Farah et son ouvrage Fake State sur l'abandon de l'État dans la gestion de la société, etc. Et
puisque la liste de toutes ces crises nous a tous plongés, je pense, dans une petite déprime. Est-ce que on est condamné à les voir se multiplier encore et encore? Et là, on s'adressera aux devins qui sommeillent en vous deux. Alors déjà, merci d'être avec nous, Frédéric Farah et Stéphane Rosès. Merci beaucoup. Frédéric Farah, vous êtes professeur en sciences économiques et sociales, pas très loin d'ici, à l'université Paris 1. Et vous êtes co-auteur avec l'économiste Thomas Porcher de l'introduction inquiète à la Macron-économie. Et il y a 2 ans, vous avez publié Fake State, l'impuissance organisée de l'État en France. Stéphane Rosès, vous êtes donc politologue et président de la société de conseil CAP. Vous êtes l'ancien directeur général de l'Institut de sondage du CSA et enseignant à Sciences Po. Et vous avez donc très récemment écrit cet ouvrage, Chaos, essai sur l'imaginaire des peuples, dans lequel vous présentez une grille de lecture pour comprendre ces différents malaises et évidemment en prenant comme grille tout particulièrement la question des imaginaires, une grille que vous avez appelée imaginariste. Et alors, ma première question s'adressera au professeur d'économie. Pourquoi toutes ces crises? Est-ce qu'il y a un lien entre elles? Et qu'est-ce que lecture vous avez de tout ce qui s'est passé depuis les années qu'on a évoquées? Bien, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Alors, je vais tenter, en tant qu'économiste, de répondre à ça. Alors, je vais essayer de ne pas être très exhaustif, parce que sinon, je risque d'aller très loin et prendre beaucoup de place et de temps. Bon, alors avant de répondre à la question précisément, le lien entre toutes ces crises, juste 2 remarques rapides, et puis le lien entre ces crises, je vais tenter d'y répondre en espérant y répondre précisément. En fait, la situation qui nous caractérise, c'est pas que la crise devient l'exception, elle est le régime normal. Donc elle est anormale, donc c'est-à-dire avec l'urgence qui l'accompagne souvent. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour faire une formule. Prenons l'histoire économique, pour commencer. Donc la crise des années 70, elle s'est finie quand? Quand est-ce qu'il y a une date? Par exemple, vous voyez, c'est la question qu'on peut poser. Par exemple, si je prends historiquement ce qu'on a appelé, au sens européen du terme, la Grande Dépression, quand on la date, on fait 1873-1896. Quand on fait la crise de 29-30, on dit qu'elle se termine avec la guerre et le lendemain de la guerre. Très bien. La crise des années 70, ça finit quand? Bon, je ne peux pas répondre. Et visiblement, on ne peut pas dire quand est-ce que ça se termine. Donc, c'est-à-dire, il y a une espèce d'état de crise. Et ensuite arrive la crise de 2008, on nous dit qu'il y a une nouvelle crise qui s'installe. Alors, je dirais, juste pour ne pas parler dans le vide, il faut bien avoir à l'esprit la crise économique et les crises financières. La crise économique, dans la vieille analyse cyclique de l'économie, celle que livre la pensée économique au XIXe siècle, avec des gens comme Clément Juglar, par exemple, il y a l'idée qu'il y a une phase d'expansion, un retournement à la crise, ensuite une dépression et une reprise. Bon. On a cru pendant les 30 Glorieuses qu'on en avait fini avec les économies cycliques et on avait l'impression que la tendance était à la croissance et avec des oscillations autour de cette tendance qui était toujours vers plus de croissance. Et là, ensuite, avec les années 70 et la financiarisation de nos économies, chose très importante qui se met en place vers effectivement la décennie 70 et 80 et qui monte en puissance, on retrouve une logique cyclique. Et les crises financières, elles ont plusieurs visages. Elles peuvent être bancaires, boursières, de change ou des dettes souveraines. Voilà les 4 visages avec lesquels nous vivons, puisque les crises financières ont 4 têtes et n'en ont pas 40. Bon. Donc je dirais qu'il y a un état de crise qui n'en finit pas de se perpétuer. Alors, si on doit maintenant se dire, quel est le lien entre tout ça? Alors, le lien entre quoi? C'est-à-dire entre des crises économiques, des crises financières et autres. Alors, on va employer des gros mots
c'est-à-dire un gros mot, un mot de combat, comme aurait dit un auteur important, le capitalisme. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que le capitalisme et sa temporalité et ses rythmes, c'est-à-dire fait de cycles, fait effectivement de cracks. Donc, aujourd'hui, on est dans un régime d'accumulation financière qui démarre à la fin des années 70. On évoquait dans la présentation, Elsa le faisait sur les chocs pétroliers, souvenons-nous des conclusions de la réunion de Tokyo en 79, des plus grandes puissances industrialisées de l'époque, et qui indique que désormais il faut combattre l'inflation et qu'il faut encourager à la libre circulation des capitaux. Bon. Et donc, fondamentalement, on est rentré dans un régime d'accumulation financière qui est devenu la caractéristique principale et qui me fait dire, et pas seulement qu'à moi, on a affaire plus à une financiarisation qu'à une mondialisation. Bien. Donc, et ce régime, évidemment, s'est accompagné de crises régulières, des crises financières. Alors, la dernière en date, c'était 2008, et tous les 7 ans, on en avait une importante. On a eu 87, 94, 2001, 2008. Depuis, pour l'instant, on n'en voit pas une de l'importance de celle de 2008. Peut-être une autre viendra, je ne suis pas Nostradamus, aux dernières heures. Bon. Et souvent, les économistes disent des choses et se trompent, donc je vais suspendre le jugement pour éviter, surtout, je suis filmé, si je dis une bêtise sur la prochaine crise, il faudrait éviter, quoi. Donc, vaut mieux avoir le sens du doute et de l'hésitation. Donc, par conséquent, nous nous retrouvons dans des situations, dans un régime financiarisé, dont l'euro, pardon, c'est ma marotte, est évidemment un relais qui désormais fait du travail, de manière générale, la variable d'ajustement, et pas simplement dans un partage de la valeur ajoutée qui serait défavorable aux travailleurs, mais dans un partage des risques, où les risques pèsent davantage sur le travail que sur le capital. Donc, effectivement, il y a un partage des risques inégalitaire. Donc, nous vivons dans un régime financiarisé profondément instable, où le cycle financier prend la place du cycle des affaires traditionnel. Donc, nous vivons dans un régime qui est effectivement celui de la financiarisation, et les choix que les élites ont portés depuis les années 80 ont fabriqué une immense vulnérabilité. C'est-à-dire, les élites, au niveau, par exemple, au niveau français ou même international, ont encouragé à la libre circulation des capitaux. Ça a ouvert la voie des crises. Regardez, pendant 90, la libre circulation des capitaux est garantie en Europe. Spéculation sur la livre, le franc et la lire, 92-93. Les capitaux savent remercier. Bien. Ensuite, on a choisi aller dans le sens d'une plus grande libéralisation, par exemple, en matière des anciens monopoles d'électricité, d'énergie, de manière diverse, de transport. On voit l'état du marché de l'électricité européen aujourd'hui. On a fait le choix d'une plus grande flexibilisation du marché du travail, on a fabriqué de la précarité. On a fait le choix d'allonger les chaînes de valeur de production, on a créé de la vulnérabilité. En fait, les choix économiques qui ont été proposés, c'est-à-dire marché unique, mondialisation, euro, dérégulation, ont été des usines à fabriquer soit des crises, soit de la vulnérabilité, et faire des économies, effectivement des économies plus fragiles. Et donc plus exposées aussi à des phénomènes de crise. Arrive le Covid, on se rend compte qu'on avait allongé la chaîne de valeur, on ne fait plus des médicaments, on ne fait plus de masques. On s'est rendu compte qu'arrivait l'électricité, que le marché de l'électricité qui fonctionnait déjà mal, on se rend compte qu'il fonctionne encore plus mal. On s'est rendu compte qu'on avait adhéré un peu benoîtement et bêtement au libre-échange à une ouverture. On s'est rendu compte que nous avons vendu des pans entiers de notre production industrielle à d'autres. Donc en fait, ce qui vient de ces crises, ce n'est pas quelque chose, une espèce de force mystérieuse qui s'impose et qui vient de je ne sais où, ou des dieux qui sont fâchés ou qui nous imposent je ne sais quoi depuis l'Olympe. Mais ce sont des choix conscients. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre Le Fake State, c'est-à-dire que l'État volontairement, je veux dire, à partir des privatisations de 86 et autres, se débarrasse d'outils d'action. Donc en fait, ces crises viennent aussi des choix qui ont été faits, des choix qui fabriquent de la vulnérabilité, dans un régime d'accumulation financière, qui effectivement est instable par nature.
Et donc, effectivement, nous nous retrouvons dans des économies plus vulnérables, plus fragiles. Et le plus inquiétant dans ces crises, parce que quand on dit la crise, on naturalise un phénomène. C'est comme s'il fait beau, il ne fait pas beau. Non, la crise, elle a des origines, parce que quand on analyse une crise en économie, on fait toujours trois choses. D'où elle vient, comment elle se déroule et comment on y répond. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, effectivement, c'est aussi les choix qui ont été faits. Avec, et j'insiste sur le fait, et c'est ça le problème dans ces crises, c'est que c'est le travail qui paye l'addition. Le choix de la mondialisation s'est traduit très largement par le fait que des catégories de plus en plus larges de la population on en supportait les conséquences. Le choix de l'euro par nature était déflationniste. Maintenant, il y a une deuxième morsure qui arrive sur les travailleurs qui est inflationniste. Donc les salariés payent une double morsure, la déflation structurelle de l'euro et l'inflation récente. Le marché de l'électricité, même chose. Les transports, même chose. On voit bien le développement de la SNCF qui réussit à recréer plusieurs classes. Il y a le train pour les gares centrales, ensuite après il y a Ouigo, ensuite il y a le Ouigo rapide, le Ouigo qui est lent, et ensuite c'est le bus. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4 classes. Bon, c'est génial. C'est le passage d'usager à client. L'usager est à égalité, le client, petit client, il n'a pas grand-chose, gros client, il a davantage. C'est la logique du marché. La démocratie, un homme, une voix, vous avez plus de dollars, vous pesez plus que celui qui en a moins. Ça, c'est la logique du marché. Bon. Donc, résultat des courses, par les choix économiques qui ont été faits, par le choix de la financiarisation, par le choix qu'effectivement c'est désormais le travail, c'est pour ça que ça me fait rire quand on dit qu'il faut revaloriser la valeur travail dans un univers où effectivement le travail est en permanence l'ajustement et la variable sur laquelle tant de gens payent jour après jour. Donc ça m'amuse qu'on puisse dire en revalorisons la valeur travail. Bon, c'est hypocrisie ou cynisme, ou les deux à la fois, enfin, comme on voudra. Donc par conséquent, on est dans un régime qui est devenu le régime normal, c'est celui de l'exception, de l'urgence et de la crise permanente, et du temps acheté pour la retarder, pour que la crise finale ne vienne pas. Et on l'a bien vu avec le rôle des banques centrales européennes qui ont fait tout pour retarder la crise. Elles ont essayé de soutenir à leur manière, à la fin, les besoins de l'État par des politiques qu'on a dites non conventionnelles, qui ont fait toutes sortes de façons pour retarder ce moment. L'État, aujourd'hui, on le voit bien, il s'est transformé en assureur général pour pouvoir assurer que le système tel qu'il fonctionne puisse continuer. Donc, en fait, nous vivons dans un système où la vulnérabilité est devenue aussi une norme par des choix économiques bien précis, c'est-à-dire, effectivement, par les choix économiques qui ont été portés ces 4 dernières décennies, c'est-à-dire de 80 à 2022. Donc, on se retrouve avec une électricité plus chère, avec des biens qu'on ne fabrique plus, avec effectivement une vulnérabilité aussi géopolitique. Donc nous sommes dans une situation qui ne vient pas de nulle part, qui résulte d'un ensemble de décisions, et qui fait que la crise devient le régime normal du système, avec le travail comme variable d'ajustement. Donc le temps des crises ne peut que continuer parce que c'est quelque chose qui est propre au capitalisme. Alors, dans ces moments-là, si on veut revenir sur la logique du capital, il faut faire des lectures qui sont très saines, qui sont nécessaires. Relisons le Capital de Marx, relisons toute une série de penseurs, relisons Rosa Luxembourg, relisons toutes sortes de littérature de ce genre qui est très, très instructif, et on croira que c'est peut-être ancien, mais ça peut nous éclairer sur beaucoup de choses. Ça, vraiment, Marx reste quelque chose de très utile comme lecture. Je recommande ça au passage parce qu'il nous dit des choses très intéressantes sur la logique du capital et sur le temps du capital. Donc c'est pour cela que la situation ne m'étonne pas, parce que dans le fond, ce sont des choix en conscience qui ont été voulus, portés. Et aujourd'hui, la construction européenne, loin d'être ce rempart dont on nous dit contre la mondialisation et ses dérives, n'en est qu'une succursale. Et en même temps, l'idiot utile de la mondialisation. Les deux à la fois. C'est ça qui donne le charme à cette affaire. Enfin, charme relatif, entendons-nous. N'allons pas jusque-là. Donc voilà. Donc pour moi, la situation dans laquelle on se trouve, ces crises sont forcément reliées entre elles par les choix qui ont été faits, par un régime d'accumulation financière, par une construction que les élites ont voulu, ont porté, cette libéralisation des capitaux, la fin des monopoles intégrés, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très inquiétante, parce que, heureusement qu'il y a les vieilles protections du passé, comme l'État social, qui permet d'absorber et de rendre ces crises plus supportables.
et de rendre les inégalités moins insupportables. Mais attention, aujourd'hui, nous vivons dans une chose qui est très inquiétante, qui a commencé dans les années 90, c'est quand il y a eu ces fameuses crises des années 70-80, on a dit c'est parce qu'il y a la crise que la protection sociale ne va pas bien. Aujourd'hui, dans le régime d'inspiration libérale depuis 1990, qu'est-ce qu'on dit? On le voit bien avec la réforme des retraites. Pourquoi il y a eu une crise? C'est à cause de la protection sociale. Donc on a inversé le rapport. Avant, il y a la crise qui menace la protection sociale, maintenant c'est la protection sociale qui génère la crise, c'est-à-dire qui coûte cher, qui est inefficace. Et puis bon, on sait très bien que voilà, les chômeurs, ils ne veulent pas travailler, donc il va falloir faire des indemnités plus dures pour qu'en fait, ils en aient encore moins et tout. Et c'est vrai que c'est intéressant que ceux qui proposent ce genre de mesures, c'est des gens qui, effectivement, eux, traversent la rue pour trouver un emploi sans problème quand ils finissent leur carrière politique ou leurs histoires de ministres et qui deviennent profs à la fac très rapidement. Bon. Pardon, hein, toute référence à des personnages ayant existé serait purement fortuite, hein, évidemment. Je ne voudrais pas du tout apparaître désagréable. Donc, mais effectivement, ce gouvernement et les anciens ministres ont pratiqué la logique du développement durable. Ils se recyclent. Et ils se recyclent bien, c'est-à-dire, donc, alors que beaucoup de salariés ne peuvent pas se recycler. Effectivement, c'est un rapport vert au monde, donc c'est génial. Donc, vraiment, je m'en réjouis. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'en première analyse, c'est ce que je dirais. Alors, là, c'est à grands traits. Il faudrait que je précise chacune des articulations que je propose. Mais voilà un peu ma vue globale de ce que je vois. Et je le répète, vraiment, pardon de revenir sur ma marotte, le cadre économique dans lequel nous vivons, qui est le cadre européen, est un problème. Et tant qu'on n'a pas résolu cette question, tout le reste, quelles que soient les alternances qui viendront d'ici, de là, ne seront qu'un sympathique bavardage. Voilà. Merci. Eh ben, j'ai le mien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce tour d'horizon très clair. Merci. Alors, vous, Stéphane Rosès, vous notez un paradoxe dans cette histoire, c'est que, mine de rien, la France fait partie des États les plus dépressifs du monde, probablement par toute cette situation, etc., alors que ça, finalement, ce que vous écrivez dans votre ouvrage, c'est que le contexte économique et social est plutôt enviable par rapport à d'autres pays, et vous, le lien que vous voyez là-dedans, c'est la question des imaginaires. Alors, expliquez-nous pour... Merci, bonjour. Merci à République Souveraine de son invitation. Merci à vous d'être présent un samedi matin pour, avec tous les intervenants et vous, essayer de mieux comprendre ce qui nous arrive. Et donc, si on comprend ce qui nous arrive, il y a un chemin possible. Je dis ça alors que mon livre s'appelle « Chaos » et c'est sur les imaginaires des peuples. Vous n'aimez pas le chaos, vous devez aimer les peuples. Je ne sais pas si vous aimez Rosès et Benedetti, mais s'il vous plaît, achetez le livre, car on en a terriblement besoin. Qu'est-ce qui nous arrive? Elisa, vous avez dit à juste titre la conjonction entre les crises, et Frédéric a très précisément dit l'articulation du moment entre capitalisme et crise. Ce sur quoi j'insiste, et peut-être la singularité de ma grille d'analyse, c'est d'abord de partir du constat de la singularité du moment actuel. Le moment actuel est singulier en ce que la globalisation économique, financière, numérique, sanitaire rend les peuples entre eux plus interdépendants et pourtant ils se renferment tous, pourtant ils se fragmentent tous, nonobstant les situations dans la division internationale du travail
Et nonobstant la situation encore sociale, et là, Elisa, évidemment, nous sommes, nous, Français, les plus déprimés au monde, alors que la situation se dégrade socialement chez nous, au moment de ce mouvement social important des retraites, on le voit bien, mais mieux vaut en ce moment être un salarié français, un travailleur français, qu'un travailleur de l'Europe du Sud, et même d'Angleterre, et même, car on n'en est pas conscient, de la dégradation de la situation en Allemagne, de la situation sociale. Donc, il y a une singularité de la crise actuelle qui fait que, selon moi, si rien n'est fait, nous allons au chaos. Nous allons aux guerres. Pourquoi, si rien n'est fait? La singularité de la globalisation néolibérale, il y a toujours eu, Frédéric l'a rappelé, il y a toujours eu des crises avec le capitalisme, et même certains économistes comme Schumpeter disent que la crise est le mode normal d'organisation du capitalisme. Mais quelle est la singularité actuelle qui explique que aussi rapidement, profondément, il y a un effondrement des sociétés et si vous écoutez très attentivement ce que disent les uns et les autres, nous allons à la guerre, les dépenses d'armement progressent, c'est la fin du multilatéralisme, c'est le retour des rapports de force, et les pays qui existent sont ceux où il y a des dirigeants qui semblent être des dirigeants autoritaires indexés sur l'imaginaire des peuples. Alors pourquoi ? C'est que la singularité de la globalisation néolibérale, c'est que le cours des choses n'est plus la résultante des communautés humaines qui avant les précédaient. Dans les crises antérieures des mondialisations, on pouvait dire c'est la faute de l'impérialisme américain, c'est la faute des croisés, c'est la faute des Arabes, c'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute des Soviétiques. En un mot, le cours des choses était la résultante de rapports de force économiques et géopolitiques entre communautés humaines, et les rapports sociaux des peuples avaient une traduction politique. Et de sorte qu'on pouvait en faire une analyse idéologique relativement simple. Quelle est la nouveauté de la période actuelle ? C'est que la globalisation économique, financière et numérique se détache de la mondialisation mosaïque de peuples divers. C'est-à-dire que le cours des choses n'est plus guidé par des nations traversées par des rapports sociaux avec des expressions politiques. Mais c'est une façon de dire un peu assez similaire de ce qu'a dit Frédéric, mais ce sont les marchés qui donnent le là, d'une part, et d'autre part, les représentations politiques des communautés humaines ont cédé la place à des instances de gouvernance néolibérales, transnationales, qui prennent des décisions qui peu à peu échappent au peuple, à leur représentation politique. Alors, je pense que ce processus du néolibéralisme et de la globalisation actuelle, qui fait sa radicale différence avec les mondialisations antérieures, en ce que le cours des choses n'est pas la résultante de rapports de force entre nations
et les États ne reflètent plus les équilibres des rapports sociaux entre capital et travail, cette dynamique a été entretenue, bien sûr, par les classes dirigeantes, mais au fond par une aspiration des sociétés elles-mêmes à vouloir, au fond, soit plus de justice sociale, hein, ce qui est tout à fait légitime, mais au fond à avoir plus. Et le phénomène de financiarisation de l'économie, c'est tirer des traits sur l'avenir quand le rapport de force capital-travail, la productivité du travail, au fond, ne permet plus ça. Bref, j'imagine qu'avec Frédéric, on aurait pas mal de débats là-dessus, mais en un mot, la singularité du moment actuel, c'est que les grandes décisions semblent échapper au peuple parce que pendant le moment où s'est mis en place ce néolibéralisme, les sociétés voulaient sans cesse plus, ici et maintenant. C'est évidemment activé par des classes dirigeantes qui en profitaient. Les peuples y ont consenti globalement et maintenant, ils n'y consentent plus. Ils ne veulent plus. Pourquoi ? Eh bien, parce que la pandémie nous l'a rappelé, ce qui fonde une société, ce n'est pas la prospérité. Ce qui fonde une société, c'est faire face ensemble, collectivement, à notre destin. C'est important parce qu'au fond, si on pense que l'économie fait la société, ce qui n'est pas mon cas, d'où ma grille d'analyse imaginariste, pour moi, l'histoire n'est déterminée ni par des idées, ni par des forces matérielles, mais par la cohérence entre ce que sont les peuples, leur imaginaire et les outils qu'ils se donnent, les institutions religieuses, les institutions politiques, les rapports sociaux, les rapports à la technique et la question de la géopolitique. Donc vous le sentez, dans la grille d'analyse imaginariste qui est la mienne, je ne mets pas le moteur de l'histoire dans essentiellement l'économie ou les rapports sociaux. Pour moi, l'économie et les rapports sociaux sont insérés dans des représentations mentales et il y a relative harmonie lorsqu'il y a cohérence entre les imaginaires des peuples et leurs outils. Et le moment actuel, c'est le moment du chaos, parce que la globalisation néolibérale échappe tellement au peuple que tous les peuples se sentent déstabilisés et se renferment. Un oriental et un occidental n'a pas le même rapport à la pandémie. Il n'a pas le même rapport au numérique. Il n'a pas le même rapport à qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que le cosmos. Au sein de l'Occident, un Européen, ça ne fonctionne pas exactement pareil qu'un Américain. Et à l'intérieur de l'Europe, l'Allemand n'est pas un Français en plus discipliné. C'est un Allemand. Un Italien n'est pas un Grec. Un Danois n'est pas un Hollandais. Bref, la crise actuelle, tout d'un coup, dit que les peuples sont différents culturellement, même s'ils vont tous au McDo. Ouais, ils vont tous au McDo, mais si on est français, on va au McDo à heure fixe, tous ensemble, et on parle en mangeant. Alors que si on va au McDo dans un autre pays, on y va pour bouffer tout seul et à n'importe quel moment de la journée. Je le dis parce que beaucoup de mes confrères, dont des personnes que j'ai pu embaucher et former, disent il y a archipélisation de la France parce que, au fond, les conduites sont des conduites
qui sont à la fois homogènes au plan international et à la fois il y a, je sais pas quoi, on danse à l'américaine dorénavant. Oui, mais tout ça, c'est de façon différente. Donc, pour moi, tous les peuples sont divers. Ils ont chacun des rapports sociaux différents. Ils ont chacun une conception du bon, du juste, de l'efficace. Vous le savez, Frédéric le sait, nous le savons, l'égalité en France est un principe constitutif de ce que nous sommes. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Donc, en un mot, chaque peuple a sa représentation, son imaginaire, et ensuite, il a des institutions politiques, des types de rapports sociaux qui doivent y être adaptés. Je me souviens d'un débat antérieur avec Frédéric. Pour les Allemands, c'est le même terme pour dire dette et culpabilité. Schuld. Pour les Français, la dette, puisque chez nous, l'État s'est fait avant la nation et que la monarchie s'est constituée autour de l'État, la dette est la preuve que l'État tient la France, puis la nation. Donc les conceptions même de la bonne économie découlent de l'imaginaire des peuples. Donc nous allons vers le chaos parce que la rapidité de la globalisation néolibérale a permis l'illusion que la prospérité était à portée de main. Et là, les peuples se disent « Ah, mais on veut retrouver d'abord la maîtrise de notre destin. » Ça explique des choses que des gens ont du mal à comprendre. Pourquoi apparemment les catégories populaires votent pour des candidats qui, censément, ne défendraient pas leur intérêt. Pourquoi, alors que les inégalités progressent dans les pays se recentrent idéologiquement. Pourquoi c'est au nom de la démocratie que des gens occupent les lieux de pouvoir. Donc, au fond, je crois que pour comprendre la singularité du moment actuel, il faut penser ensemble les questions culturelles, les questions religieuses, les questions politiques, les rapports sociaux, les rapports à la technique et les rapports géopolitiques. La singularité française, pourquoi sommes-nous les plus pessimistes au monde ? Parce que l'imaginaire français, c'est d'être projectif et universaliste. La France, c'est le cul-de-sac de l'Europe. Dès le départ, il y a des Celtes, des Latins, des Germains. Alors comment on fait la France avec ce bordel, cet archipel, dès le départ? Mirabeau, le révolutionnaire, dira « les peuples de France ». En 14-18, les régiments ne se comprenaient pas entre eux, parlaient des patois différents. Donc pas d'illusion sur la façon dont la France s'est construite. La France s'est construite peu à peu, lentement, en ayant un rapport au réel projectif et universaliste. Il a fallu trouver des façons de ressentir, de faire de la peinture, de la poésie, du théâtre, de faire des institutions, de faire de la satire, Rabelais. Mais il n'y a pas de Voltaire sans Rabelais, n'est-ce pas? Et il n'y a pas 4 millions de personnes dans la rue après Charlie Hebdo s'il n'y a pas Rabelais. S'il y a 4 millions de personnes dans la rue après les attentats islamistes, c'est pas pour défendre un concept, la liberté d'expression. Ça, c'est les universitaires. Non, le droit de caricature, le droit de pouvoir se moquer de tout, de n'importe comment et de n'importe qui. Donc l'imaginaire français remonte à des siècles. C'est une façon d'assembler des gens tellement différents au départ. Et alors ça se fait autour d'une représentation du politique où, au fond, la monarchie
va se construire contre les féodalités pour tenir ensemble les peuples du royaume de France. C'est Charles Péguy qui avait dit « La République une et indivisible, notre royaume de France ». Il savait lire derrière les apparences des antagonismes politiques, idéologiques, ce qui tenait ensemble la France. Il disait le curé de la République et l'instit hussard noir de la République et le curé, ils se battent tout le temps entre eux. Il parlait d'Orléans, sa ville natale, mais il disait pourquoi ? Mais ils disent la même chose. Ils disent la même chose en ce que la République, ce n'est pas une simple démocratie. L'exigence républicaine qui nous rassemble ici, c'est l'idée que chacun doit être d'abord son propre souverain avant que de se retrouver dans la souveraineté de la nation et de la République. La République française, ce n'est pas une simple démocratie. C'est pas seulement des procédures de vote, c'est au fond l'idée qu'on va construire sans cesse notre destin commun. C'est la phrase du poète René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Il y a bien un héritage français. C'est notre imaginaire projectif et universaliste. Mais il n'est pas précédé de testament, contrairement à ce que pense Zemmour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une origine chrétienne, il y a des origines, de sorte que justement, c'est par la dispute commune politique qu'on décide de construire un avenir commun. Or, le néolibéralisme interdit de construire un devenir commun. La bourgeoisie néolibérale, contrairement à la bourgeoisie patrimoniale ou managériale ou paternaliste, elle ne dit plus « voilà ce que je veux faire de la France dans 10, 20 ans ». C'est plus ça qu'elle dit. Elle dit « il faut s'adapter ». Il faut s'adapter aux normes, il faut s'adapter aux disciplines. Et donc, le sommet de l'État, Matignon, Bercy et de façon hybride l'Élysée, relaie le néolibéralisme dont Frédéric a dit à juste titre que l'Union européenne était le laboratoire le plus abouti. Et donc, il y a une contradiction fondamentale entre la façon de procéder du sommet de l'État, de nos classes dirigeantes envers la nation française et l'imaginaire de la nation qui est au contraire des disputes communes pour construire l'avenir. C'est ça, les Gilets jaunes. C'est ça qui fait le soutien des 2/3 des Français aux Gilets jaunes, nonobstant les violences que chacun condamne. C'est la pancarte des Gilets jaunes, Macron nourrit ton peuple. Il y a nourri, comme dans les jacqueries du Moyen-Âge, il y a nourri la question fiscale, la question des fins de mois, il y a ton peuple. Ça veut dire, tu as été élu. Tu as dit devant le Congrès, le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Mais en fait, tu mènes la même politique que celle de tes prédécesseurs. Donc on a consenti pendant 1 an à des réformes injustes, socialement pourvues de remettre le pays en marche. Et quand Merkel dit non à Aix-la-Chapelle, tu te détournes, tu même mets un aventurier, Benalla, entre nous et les Français. La pétition, elle avait été écrite
au printemps. Ce n'est qu'en septembre que la pétition des Gilets jaunes part en flèche. Non, les Gilets jaunes, c'est une jacquerie. Une jacquerie, c'est pas un mouvement social comme celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas une révolution, c'est ton peuple, c'est-à-dire une demande de souveraineté. Les dirigeants ne doivent pas être le relais de l'extérieur d'ailleurs, ils doivent s'occuper, se préoccuper de ce qu'est le peuple français. Donc, si nous sommes les plus pessimistes au monde, c'est parce que le sommet de l'État, dans sa façon d'être et de faire, relaie des politiques absolument contraires à l'imaginaire de la nation française, projective et universaliste. Voilà le fondement, et voilà pourquoi la France est dans l'œil du cyclone, du chaos actuel. Je voudrais terminer une seconde. J'ai parlé de la dispute politique commune qui tenait la diversité des Français et permettait de construire par la politique un avenir commun. Je crois qu'il faut être très précis sur la question de la souveraineté. Il y a deux souverainetés. Il y a la souveraineté nationale et il y a la souveraineté populaire. La souveraineté nationale, c'est la nation est maître de son destin par rapport à l'extérieur. La souveraineté populaire, c'est le peuple qui tient ses dirigeants. La crise démocratique est une crise de la souveraineté populaire, mais la cause en est le contournement de la souveraineté nationale. Voilà mon analyse structurelle, parce que l'imaginaire français ne peut faire tenir ensemble, au travers de disputes, la diversité des Français, que si cette dispute peut s'encastrer dans le commun projectif et universaliste. Donc pour terminer mon propos, mais je suis très précis dans mon livre, il ne faut pas se tromper. C'était, je le redonne en livre, mes échanges avec Emmanuel Macron là-dessus. Quand Macron disait que la source de nos problèmes, c'était le régime système politique, moi, je lui disais, et je disais dans un débat, dans un rapport avec Gauchet, non, la crise politique, la crise des institutions n'est pas la cause, mais l'effet. La cause de notre crise, c'est ce que je vous ai dit, l'État fait l'inverse de ce qu'est la nation. Et les institutions, le système politique, c'est la variable entre l'État et la nation. Donc, il y a une perpétuelle crise politique, décomposition politique, qui ne peut se résoudre que par le retour de la souveraineté nationale, condition de la souveraineté populaire. Alors, je ne mésestime pas que la mobilisation pour la souveraineté populaire peut faire accélérer le processus de reprise en main par les peuples de leur destin, par la politique. Sinon, ce sera le nationalisme et la guerre. Voilà l'enjeu qui est fait. Puisque j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont à gauche, la gauche a, par méconnaissance de tout ce que je vous raconte, elle-même contribué au néolibéralisme. Elle ne voit pas la différence entre libéralisme et néolibéralisme. Et j'en parle dans le livre, notamment dans mes échanges avec Alain Supiot. Alain Supiot montre bien le débat Montesquieu-Condorcet au sein même des Lumières et de la Révolution française. Le juriste Montesquieu dit « la loi doit épouser les us et coutumes des peuples ».
Et Condorcet, le mathématicien, arrive après et dit « Mais c'est quoi ce vieillot Montesquieu ? La vérité est une, la raison est une, la loi doit être une, quels que soient les peuples, quels que soient les us et coutumes. » Donc, l'angle mort de l'imaginaire français, il y a une illusion qui fait que souvent, ce sont des Français qui ont été à la conception et à la construction du néolibéralisme et notamment de l'évolution de l'Europe et de ses institutions vers le néolibéralisme, gauche et droite confondues, souvent plus d'ailleurs la gauche, qui par méconnaissance et confusion entre internationalisme et cosmopolitisme a nourri l'idée que le progrès final, ce serait le contournement, le dépassement des nations et des peuples étriqués. Je pense qu'il faut partir toujours du réel. Et vous devez partir du réel. Si vous voulez reconstruire dans le moment de décomposition actuelle totale, ne vous occupez pas des anciennes formations politiques. Elles ont échoué parce qu'elles n'ont pas les outils intellectuels pour comprendre ce qui se passe. Il faut partir du réel de ce que sont les peuples pour les orienter ensuite dans les conceptions universalistes, républicaines et de progrès qui vous caractérisent et non pas mettre en place des processus qui aggravent encore le mal, comme souvent ce que j'entends en ce moment. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Alors, j'ai l'impression, même si vous avez souligné même pas des désaccords, mais des points de vue différents, vos deux avis se rejoignent quand même beaucoup sur énormément de choses. Alors, il y aurait plein de questions à poser, mais je pense qu'on manque un petit peu de temps et il faudrait qu'on pose les questions à la salle, peut-être. Non, c'est bon ? Ok. Ok. Alors, moi, justement, je me posais comme question. Alors, justement, vous avez évoqué tous les deux choses importantes, je pense. C'est ce que vous faites dans votre livre, Frédéric, l'abandon par l'État de sa puissance organisationnelle, etc. Et donc qui trouve évidemment comme explication, qui en fait partie, le néolibéralisme. On a parlé également de la construction européenne. Et dans tout ça, ma question, sans se faire trop devin, c'est qu'il y a un sentiment que c'est inéluctable. Comment peut-on maintenant reculer face à tout ce dont on vient de parler ? Est-ce qu'il y a des solutions, même si il y a quand même des réactions quand on parle des peuples face aux crises aujourd'hui? On a parlé des gilets jaunes, on a eu un cas de grande manifestation il n'y a même pas 2 jours, donc il y a encore des réactions, mais on a l'impression qu'elles sont parfois vaines, qu'une marche de plusieurs centaines de milliers de personnes entre République et Nation et dans toute la France paraît plutôt vaine. Alors je vous pose d'abord la question, Stéphane. D'abord, les gilets jaunes et le mouvement social actuel montrent que le peuple français ne consent pas. Parce que beaucoup d'analyses disent c'est plié, la France se normalise, la France s'américanise. Mais un pays en dépression, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'énergie. C'est-à-dire que son énergie est contrecarrée par une autre énergie. Et en dépit des difficultés sociales, il y a à nouveau un mouvement sur les retraites, soutenu à nouveau par une opinion qui fait grève par procuration. Le débat se joue maintenant dans les AG, des secteurs bloquants, raffinerie, énergie, les docks. Donc, il y a une dialectique propre. Le sujet, c'est pas les organisations syndicales qui font semblant d'accompagner le mouvement, enfin c'est leur boulot, mais au fond, c'est qu'est-ce qui se passe
dans les sachets. C'est un peu court. Alors, est-ce qu'il est possible d'éviter le chaos et les guerres ? La mère de mes enfants m'a dit, puisque j'ai dédié le livre à mes enfants et à la jeunesse, et je suis heureux de voir qu'ici, il y a beaucoup de jeunes. La mère de mes enfants m'a dit « Bon, je suis content, t'es sorti ce livre, enfin, depuis que t'en parles et tout, mais le titre du livre, Chaos, pour nos enfants, c'est pas très réjouissant. » Ah, et je lui ai dit le père est d'accord, mais le politologue maintient le titre. Il faut nommer les choses. Quand on est face à un problème, 1, il faut les nommer justement, et 2, il ne faut pas se tromper d'analyse. C'est pour ça qu'il y a des universités, et c'est pour ça qu'il y a des débats. Les endroits où ça ne se débat pas, c'est qu'ils sont dans un tel désarroi qu'ils font des étiquettes. T'es à droite, t'es à gauche, t'es facho, t'es je sais pas quoi. Bon, là où il y a débat, il y a des gens suffisamment forts pour passer du temps à se dire qu'est-ce qui se passe. Et il ne faut pas se tromper d'analyse. Parce que, comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent contraire à celui qui ne sait pas où il va. Alors Bismarck surenchérissait en disant « Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient ». Il ne faut pas se tromper d'analyse. Libéralisme, néolibéralisme, c'est pas la même chose. Antilibéralisme, anticapitalisme, ce n'est pas la même chose. Nation, peuple, c'est pas la même chose. On le voit en Ukraine. Donc il ne faut pas se tromper d'analyse. Il faut être rigoureux, il faut travailler. Moi, j'écris un livre tous les 36 ans. C'est une façon de dire que le livre que vous allez acheter tout à l'heure, c'est mon premier livre en 36 ans. J'ai travaillé pour 3 présidents de la République. J'ai travaillé pour des multinationales. J'ai même travaillé un temps pour la CIA, enfin l'USIA, l'organisme d'études de la CIA. Donc je parle de ce que je connais. Il faut être rigoureux, il faut être sérieux, mais mon grand avantage, c'est que je suis resté un indépendant. Je suis tenu par personne, mais il faut passer du temps à l'analyse. Si on se trompe d'analyse, on pense sous l'exigence de bien faire, on prend des raccourcis qui peuvent aggraver encore les choses. Moi, je suis un réaliste. Mon boulot à moi, c'est pas de dire voilà ce qu'il faut faire, les gars. Bon, non, moi, mon seul boulot, c'est déjà essayer de pas me tromper sur les diagnostics. Alors, c'est pas une façon d'éluder la question. Il faut que les institutions soient à l'image des civilisations et des peuples. Pourquoi en Ukraine, l'Europe n'existe plus ? Pourquoi les choses se décident à Washington, à Moscou et à Pékin ? Pourquoi l'Europe serait invitée à être vassale des Américains ? Mais pour une raison simple, les amis. C'est que les institutions européennes sont contraires au génie européen. Qu'est-ce que le génie européen depuis Mare Nostrum ? C'est que dans un espace géographique restreint se côtoient une multitude de peuples différents. Et donc ces peuples, au fil des siècles, pour ne pas sans cesse guerroyer, ont commercé. Regardez ce que faisait le voisin d'à côté pour faire mieux. Ils mettaient des églises sur des mosquées sur des églises. Bref, le génie européen, c'est de faire de la diversité du commun. L'Union européenne fait l'inverse. Elle prétend rassembler les peuples européens en leur faisant respecter des disciplines économiques uniques.
Donc, l'harmonie vient quand les institutions et rapports sociaux sont adaptés aux façons d'être et de faire des peuples. Donc, l'Europe doit retrouver des institutions à l'image du génie européen pour construire l'Europe, pour que l'Europe existe face à l'Asie et par rapport aux États-Unis. Il faut reconstruire très vite une Europe des nations, avec des frontières, avec un projet, avec la mobilisation de l'intelligence des Européens. Il y a un génie italien, il y a un génie espagnol, il y a un génie anglais, il y a un génie allemand, français, scandinave. C'est quoi cette illusion de technocrates et d'économistes? Vous parlez d'économistes, bon, ils n'ont jamais mis les pieds dans une boîte, ni comme salariés, ni comme dirigeants. Donc, c'est quoi cette médiocrité intellectuelle qui fait qu'on va construire l'Europe? On va faire une Europe de l'énergie, par exemple. Comme si le modèle énergétique français n'était pas, dans sa conception même holiste, l'expression de l'imaginaire français. Comme si le modèle allemand n'était pas l'expression du modèle immanent de l'imaginaire allemand. Bref, l'inculture qui prévaut dorénavant dans nos classes dirigeantes, où ils pensent que c'est l'économie et la technique qui font les sociétés, ont amené au désastre dans lequel nous nous retrouvons. Donc, soit de façon civilisée, les peuples se trouvent des traductions politiques qui permettent de remettre sur pied rapidement une Europe des nations, soit les replis des peuples vont se poursuivre. Bon, ça, je ne maîtrise pas. Je préférerais que peu à peu les peuples réorientent leur personnel politique sur les vrais sujets. Le sujet pour les peuples, ce n'est pas la prospérité, ce que l'herbe est plus verte à côté, c'est on doit maîtriser notre destin. La pandémie l'a montré. Ils ont arrêté l'économie parce que la pression des peuples était telle que c'était d'abord, on répond tous, quitte à ce que, bizarrement, les citoyens renoncent à des libertés individuelles. Hein. Vous comprenez mon propos, c'est pas de dire le bien et le mal. Ça, je laisse ça aux polémiques médiatiques des gens qui prétendent représenter le bien ou le mal. En général, le bien par rapport au mal. Non, mon sujet, c'est d'analyser le réel. Partir du réel, partir de ce qui fait l'histoire, les peuples, le cours des choses. Et donc, pour répondre à votre question, soit il y a des adaptations assez rapides pour qu'on mette de côté la technostructure européenne et que l'Europe soit l'émanation des peuples et de leurs dirigeants, soit il y aura une poursuite de la dislocation. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. C'était très intéressant, toute cette question autour des imaginaires. Alors, maintenant, je me tourne vers l'économiste. Là, j'espère que... Après un petit tacle. Alors, je sais que Frédéric ne voulait pas répondre à la question de que faire dans l'avenir, etc., en me disant je ne suis pas Nostradamus, je ne lis pas dans les entrailles des bêtes. J'ai essayé quand même de tourner ma question, puisque vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on n'arrivait plus à se sortir de certaines crises, etc. Donc, et vous apportez déjà des pistes de réflexion dans Fake State. Comment se retrouver une harmonie, alors ne serait-ce qu'à l'échelle française, que vous avez l'échelle sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. On peut en évoquer d'autres. La réponse peut-être de l'économiste. Bien.
Alors, après tout ça, l'économiste y passe. Là, c'est même plus un tacle, je crois. Non, mais je sais. Mais je sais que je n'étais pas visé, mais je ne veux pas non plus me faire le représentant de ma profession. J'essaie de représenter moi-même et par moments c'est fatigant. Alors, donc voilà. Non. Voilà, je vais essayer. Non, mais voilà, j'ai l'embarras du choix ou le choix de l'embarras, je ne sais pas. Bon, alors. Je sais, enfin, je vais essayer de répondre quand même à la question, même si je disais à Elsa effectivement que, bon, déjà comme j'ai du mal à savoir ce que je ferai demain, donc j'ai du mal à savoir pour les peuples ce qu'ils feront après-demain, donc je vais tenter de répondre, mais de manière très très modeste, parce que c'est, comme dirait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Bon, alors voilà. Bon, ça au moins, je suis sûr que c'est vrai. Là-dessus, j'ai pas de doute. À plus ou moins brève échéance, c'est ce qui nous attend. Bon, bien. Qu'est-ce que je vois en tant... Donc, je ne vais plus dire économiste, en tant qu'individu. Voilà, comme ça au moins. Pas de risque. Alors, mais qu'est-ce que je vois ? Plusieurs choses. Tout d'abord, un truc assez étonnant. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on dit, les crises, le chômage, le Covid, etc., ben, ce que l'on appelle le capitalisme, et il faudrait avoir beaucoup de temps pour voir ce qu'on met derrière. Marx nous avait invités à être attentifs à ces processus sans sujet. Parce que le capitalisme, c'est qui ? Bon. De voir que ce qui est assez surprenant, on va dire le capitalisme, qui est une forme de plasticité, parce que chaque fois on annonce la crise finale est toujours reportée à plus tard. Bon. Et on voit bien que même moi-même, qui n'ai pas une sympathie pour la monnaie unique, je crois que tout le monde le sait, eh bien, ce système de monnaie unique, à des prix très élevés, trouve des moyens de se perpétuer. Du fait de dire que si on sort de ce machin, c'est le chaos, c'est épouvantable, on ne sait pas où on va. C'est le projet de la peur. Donc, il faut déjà se dire, souvenons-nous, allez, je vais revenir 100 ans en arrière, c'est-à-dire à 2015. Bon, voilà. 2015, l'alternative populiste en Europe. Je vais citer des noms qu'on a oubliés. Tsipras, Pablo Iglesias et tant d'autres. La vague qui va venir de l'Espagne, le printemps grec. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de nos beaux jours ? Bien, alors... on nous avait dit, voilà, le printemps grec, après le printemps des peuples. Etc. Bon, Pablo Iglesias, finalement, il se dit, je crois que je vais continuer à faire de la science politique, parce que, bon, j'ai tenté en Espagne, mais entre, je sais pas, je veux ou je veux pas. Après, on s'est fait peur, on a dit, attention, l'Italie, il va se passer un truc. Madame Meloni arrive, ça y est, c'est la déroute sur Rome, enfin non, la marche sur Rome, on ne sait plus. Bon, et Madame Meloni, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, elle est allée voir Madame van der Leyen, elle est allée voir tout le monde en disant « Bon, je vais fâcher personne », un peu, bon, elle va revenir sur ces trucs habituels, l'immigration, et puis pour le reste, en matière d'économie, c'est un peu la résurrection d'inspiration thatchérienne. Waouh, génial. On s'est dit « Vive l'alternative ». Bon, c'est vrai que c'était impressionnant. Je me souviens avant, Salvini, oulala, attention, il va faire une monnaie à l'italienne, il va sortir de l'euro. Bon, il est sorti du gouvernement. Bon, alors... donc, ce qui est une autre sortie, mais pas la même. Bon, il prend la porte. Voilà. Donc, attention à ces agitations sur des alternatives qui viennent. Et finalement, c'est toujours la même chose.
ça s'en va et ça revient, comme dirait un penseur célèbre en tant que tel. Bon, alors, donc c'est pour cela que, si vous voulez, je pense qu'il faut être très modeste. Ce qui est très ennuyeux, en fait, moi qui m'inquiète, et je ne sais pas comment il y répond, c'est la soustraction à la délibération collective de questions centrales. Et la monnaie en est une. C'est-à-dire, et que ensuite les dispositifs budgétaires, en fait, ce qui est très très problématique, c'est que dans le cadre actuel, en fait, c'est très difficile de mettre en œuvre une autre politique économique et sociale que celle qu'à peu près tous les gouvernements mettent en œuvre. Pour une raison simple, c'est que tant que vous gardez l'architecture de la monnaie unique avec les pactes budgétaires qui l'accompagnent, vous pouvez faire que des ajustements marginaux. Et en fait, on a soustrait au débat public des tas de questions essentielles. Alors, je sais que ce n'est pas répondre à la question, mais je vais quand même dire un truc. Par exemple, voilà, dans le débat actuel sur la réforme des retraites, le gouvernement dit sa ligne rouge, on n'augmente pas les cotisations. Si on augmente un peu les cotisations, ça ne va pas. Alors, je suis désolé, je reprends ma casquette d'économiste, mais tant pis. Bon. Si on va jusqu'au bout, pourquoi on ne fait pas ça? Alors que plein d'économistes montrent que ça ne va pas coûter cher, ce n'est pas la fin du monde. Parce que nous sommes dans cette structure qui est la monnaie unique. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi? C'est parce que comme vous n'avez plus d'ajustement par la monnaie et le change, l'ajustement et la flexibilité doivent se récupérer ailleurs. Où elles se récupèrent? Sur le travail. Donc, ce qui explique pourquoi en zone euro, les salaires ont toujours progressé un peu partout en Europe de manière modérée, et qui explique pourquoi la part socialisée, c'est-à-dire cotisation haute, ça doit être toujours des exonérations et compagnie, parce que si le travail coûte trop cher, ça ne va pas, puisqu'on se fait une concurrence de tous contre tous. Donc, par conséquent, ce qui est nécessaire, c'est que l'ajustement se fasse sur la part socialisée de l'économie ou se fasse sur les salaires. Donc, en régime euro, on n'est pas obligé de le faire. Bruxelles ne dit pas « tu dois », mais ça tend vers là. Vous voyez, ça va vers là. Donc, finalement, ça limite, dans le débat public, les alternatives possibles. Donc, c'est évident. Quand on dit dans les pactes budgétaires, il ne faut pas que la dépense sociale progresse trop, même si on a suspendu les règles budgétaires, la dépense publique en France est essentiellement sociale, c'est maladie, retraite. Donc qu'est-ce qui se passe? On fait un ajustement sur les retraites. Bon, je veux dire, donc après on peut bavasser, dire oui, on va faire un index senior, on va faire un bonus-malus, on va dire que t'es méchant, on va dire que t'es gentil, etc. Bon, c'est vrai, on a le droit de bavarder, ça coûte pas cher, c'est cool et c'est sympa. Bon, mais en fait, dans le fond, on ne résout rien. Et en même temps, la crise des institutions, parce que bon, on nous a raconté... J'adore, vous savez, les trucs qui nous agitent et qui ne servent à rien. Oh, regardez le nouveau Parlement, c'est le retour de la 4e République. Oh là là, il y a une majorité relative. Comment on va faire? C'est l'instabilité, adieu, la stabilité de la 5e République, etc. Que se passe-t-il au Parlement en ce moment? Ouh, que de débats très troublants. Il a trouvé une alliance avec la droite, parce que bon... J'aime bien les grands débats. Est-ce que le macronisme, c'est de droite ou de gauche? J'adore ces trucs. Je veux dire, c'est extraordinaire, ces trucs vides, et c'est sympa, quoi. Bon, mais c'est cool, ça occupe le soir entre une bière et des cacahuètes. Bon, mais j'aime beaucoup, si vous voulez, j'aime beaucoup. Bon, le macronisme, une déclinaison de la droite. Bon, on n'a pas besoin de faire une exégèse quasi biblique pour le découvrir. Bon, et donc il s'allie avec les Républicains, il va faire passer la réforme des retraites. Donc les institutions, le Parlement va continuer son job d'être un Parlement croupion. Bon, ok, on le savait. Mais c'est bien, ça va occuper 15 000 articles dessus. Le Parlement va-t-il être réhabilité? Oui, posons-nous la question. Bon. Bien. Donc aujourd'hui, c'est embêtant. Et en plus, je comprends socialement qu'on observe les manifestations qui ont été faites en 2003, 2010, 2019, même si elles ont été fortes, parce que les gouvernements ont reculé. Non. Et puis vous savez, toujours la fin. La fin est toujours la même. La CFDT dit non. Puis à la fin, on discute, on lui dit on va être sympa sur la pénibilité, on va leur enlever 1 mois de travail. Cool, quelle avancée sociale, signons. Et là on dit dénouement de la crise. Et on rajoute moment réformiste. Ah, nous voilà rassurés. La réforme, c'est en fait, Camus disait, allez, faisons des citations, parce que j'ai envie, ça fait du bien, c'est cool. Bon, eh bien, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Enfin, comme on ne veut plus dire régression, parce que c'est un mauvais mot, on a trouvé un nouveau mot, réforme. Donc, c'est une façon polie de le dire. Donc, de dire, bon, je vais te mettre dans la merde, mais j'appelle ça une réforme. Bon, c'est cool.
C'est toujours gentil. Ça coûte pas cher, c'est sympa. Donc voilà, si vous voulez, aujourd'hui, la difficulté, c'est quel débouché politique, parce que si, quelle que soit la force politique, et quelle qu'en soit la couleur, certains ont cru qu'on pouvait casser le régime de l'euro par l'extrême droite. Alors, je ne sais pas s'il y a un concours des blagues et il y a des blagues qui sont mauvaises, celle-là, elle est géniale. La sortie du capitalisme par l'extrême droite. Ça, j'ai trouvé ça drôle, mais drôle. C'est très marrant. À côté des proches et compagnie, c'est pas drôle, quoi. Donc c'est embêtant parce qu'on a du mal à voir une sortie. On a du mal à voir une alternative un peu sérieuse, tant les institutions sont grippées, même s'il y a des mobilisations qui sont importantes, mais on n'en voit pas la sortie. C'est très embêtant. Mais comme, effectivement, on a un État social qui est encore là, malgré tout le mal qu'on lui fait, eh bien, ça permet de rendre la chose plus supportable. J'en sais rien politiquement, parce que si vous voulez, depuis Maastricht, la vie politique, globalement, je le dis sans poésie, et pourtant j'aime la poésie, hein, la vie politique, globalement, depuis Maastricht, et les orientations que l'on a choisies, elle est globalement chiante à mourir. Parce qu'il ne se passe rien. Mais rien. Strictement rien, puisque c'est à peu près les mêmes politiques qui sont toujours reconduites. Donc il ne se passe rien, si ce n'est commenter, oui, alors on a un président, il est plus jeune, il est différent, c'est Startup Nation, ces trucs. Mais c'est marrant tout ça. Mais Dieu qu'on s'ennuie. Mais parce que sur les vraies questions, il ne peut pas y avoir d'alternative, parce qu'on a créé un cadre politico-économique qui fait qu'il n'y en a pas. Alors effectivement, moi je raisonne, effectivement, peut-être de manière très, peut-être pas avec beaucoup de hauteur, j'en sais rien, mais et en fait, de voir que M. Macron fasse cette réforme sur les retraites, etc., c'est la continuité de ce qui avait commencé. Je rappelle quand même, septembre 92, je vais le dire jusqu'à la nausée. Allez, c'est bon, je le dis. Donc, septembre 92, on dit du oui du bout des lèvres à Maastricht, 51%. Été 93, qu'est-ce qui se passe? Réforme Balladur. Les deux sont intimement liés, n'est-ce pas? L'un découle de l'autre. Bon. Puis après, on a eu d'autres. Donc, résultat des courses, ce qui est ennuyeux, c'est que je ne vois pas aujourd'hui, et je ne suis pas Nostradamus, une alternative crédible d'où elle peut venir. Ou effectivement, alors effectivement, les choses peuvent dégénérer, oui, effectivement, ça peut mal tourner. Regardez même En fait, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Soit au Parlement, il propose 49.3, c'est la matraque législative, ou quand c'est législative, c'est la matraque pas juridique. Quand c'est les gilets jaunes, c'est pas la matraque, c'est pas la matraque législative, c'est la matraque tout court. Donc, si vous voulez, j'ai du mal à voir une alternative qui se dessine. Ça ne m'empêche pas de garder de l'humour, ça ne m'empêche pas de ne pas céder au pessimisme. Mais politiquement, sur les alternatives possibles depuis un moment, je m'ennuie sévère. Mais sévèrement même. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci Frédéric. On va... Du temps qui nous reste pour prendre quelques questions de la salle. Oui ? Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Est-ce qu'un des problèmes de ce que vous dites sur le manque d'alternatives, est-ce qu'une des choses à combattre dans le néolibéralisme, c'est ce qu'on appelle la neutralité axiologique? C'est-à-dire qu'au fond, l'individu doit être neutre, sans imaginaire. Vous parliez, M. Farras, sur les politiques économiques. On n'a pas à débattre, c'est-à-dire une espèce de... Il y a tout un courant de pensée qui promeut une forme de dépolitisation des gens. Ne vous intéressez pas aux choses importantes. Soyez... et c'est le problème d'une partie de la gauche, on peut dire depuis le XXe siècle, c'est qu'une bonne partie a promu un individu émancipé, et d'une certaine en voulant défaire des structures pour l'émanciper, sauf qu'une fois toutes les structures affaiblies, le capitalisme en fait a pu régner sans partage en fait. Et ça, une partie de la gauche a du mal à penser un système, parce que toute structure collective est vue comme une oppression de l'individu. Or, l'absence de structure permet un triomphe du néolibéralisme sur les gens. Oui, vous avez raison, mais au fond, durant ces dernières décennies, quand l'avenir était garanti par le développement économique, d'où l'importance de la bonne
connaissance de l'économie, Frédéric, et je n'ai pas du tout un discours anti-économiste. Je sais, Stéphane. Hein? Ouais. Je sais. Parce que moi aussi, j'aime l'humour et la poésie. C'est super. C'est génial. Parce qu'en plus, j'ai de très belles citations là-dessus et j'ai des bons... Ouais, moi aussi, on va échanger nos trucs. Mais les peuples, selon les moments qui dépendent de l'évolution de l'économie, insistent soit sur le commun et mettent de côté l'individu et les libertés individuelles, soit au contraire déploient la dispute, l'individu. Le moment 68 a été le moment de rencontre et de convergence entre un mouvement d'individualisation contre toutes les petites verticalités. Le général de Gaulle, le pater familias, le patron paternaliste, le mandarin. Bon, pourquoi? Parce qu'en 68, qu'on soit révolutionnaire ou libéral, on pensait que demain serait meilleur. Donc la dispute et l'individu pouvaient se déployer. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est pour ça que les gens de gauche, notamment, ont du mal à comprendre le mouvement profond des sociétés. Les sociétés veulent maintenant le retour du commun, quitte à renoncer à des libertés ou à regarder des figures autoritaires, autoritaristes. Bon, alors, la gauche a, par ailleurs, puisqu'elle est du côté du progrès, elle a épousé l'idée saint-simonienne, puis Marx, et Marx est inspiré de Saint-Simon et d'une partie des socialistes français, c'est que pour Saint-Simon, le progrès, c'est le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Alors là, à part Frédéric et moi, qu'il faut lire, ce qui fait qu'après le débat, vous allez tous acheter nos livres, il y a un autre penseur qu'il faut absolument lire, et donc il y aura des interrogations écrites lors de la prochaine université sur le livre de Frédéric. Le mien, c'est Alain Supiot dans La gouvernance par les nombres. Alain Supiot explique très bien comment le néolibéralisme a progressé, non seulement du fait, Frédéric l'a dit, justement du capitalisme financier, mais d'une pensée à la fois à droite et à gauche que l'efficacité technique pouvait se substituer au gouvernement des hommes. Voilà l'illusion progressiste qui, en fait, a nourri le néolibéralisme. Quand Frédéric disait tout à l'heure que les débats sur la monnaie, c'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est normalement l'expression dans les échanges humains des rapports sociaux à l'intérieur d'une même société. Donc, la fin de Bretton Woods, le détachement des monnaies internationales sur des valeurs réelles, fait que la monnaie n'est plus, notamment en Europe, l'expression des choix. La monnaie, c'est pas seulement un outil technique, c'est l'expression de choix. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure en matière industrielle, c'est vous, Elisa. La politique monétaire acceptée par la France s'est faite au détriment de l'industrie française. Et pour nourrir la réunification allemande, c'est-à-dire que le taux de parité monétaire résultait d'un débat entre la France et l'Allemagne. D'ailleurs, la France pensant qu'avec 3%, les Allemands seraient en difficulté,
C'était l'idée de Bérégovoy. Alors le DSK n'était pas tout à fait d'accord. Bon, bref. Donc, l'économie, les grands choix doivent résulter des peuples, de leurs décisions. Et vous le voyez bien avec le défi écologique. On ne peut pas répondre au défi écologique s'il n'y a pas de souveraineté nationale. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le défi écologique, que ce soit climatique ou de la biodiversité, Lisa l'a dit aux sociétés que demain, on n'aura pas forcément plus, mais il faudra voir mieux. Qui va décider qu'on peut louer ou habiter des passoires énergétiques ? Qui va décider si les bagnoles au diesel peuvent accéder ou pas aux grandes métropoles ? Je vous rappelle que ça va être interdit bientôt d'accéder aux grandes métropoles si on a du diesel. Qui décide ? Qui a la force pour arbitrer des débats si les lieux de décision échappent ? Seule la légitimité du politique peut dire aux plus riches « ramenez l'argent ». Si ces décisions sont externalisées sur des instances qui ne dépendent pas des peuples, chacun continue à faire les trucs dans son coin et que le plus fort gagne. Donc, il n'y a pas de résolution de la crise écologique s'il n'y a pas un débat. Il n'y a pas de débat s'il n'y a pas de restauration de la souveraineté nationale. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Stéphane Rosès et Frédéric Farah. Comme ça a déjà été dit, vous avez deux très bons ouvrages à acheter. Voilà. Exactement, il ne doit plus en rester, on vérifiera. Et puis on va vous libérer pour aller manger. Merci beaucoup à tous.